Salut Guillaume. Merci beaucoup de ton temps, c'est vraiment très sympa. Je suis super contente et honorée de pouvoir t'avoir en interview parce que c'est vrai que, du moins sur le papier, mais j'ai commencé à voir en vrai aussi, quand on voit ton parcours, c'est pas 2, c'est 3 ou 4 casquettes que tu as. C'est-à-dire que tu as vécu les entraînements en tant qu'athlète de haut niveau, tu as entraîné des athlètes de haut niveau, tu as été prof, ou tu es toujours d'ailleurs en club, avec un public très différent. Et même, je crois qu'en collège, tu fais même des initiations judo, ce qui est peut-être encore un autre public différent. Et donc, je me dis, c'est fou parce qu'en termes d'enseignement et de pédagogie et de réflexion sur comment j'amène un judoka à progresser, tu as vraiment une palette super, super large. Et donc, je me dis que tu as sûrement plein, plein de choses à nous, nous apprendre, dont nous, judokas, en tout cas, on peut tirer pour peut-être améliorer un peu nos entraînements et mieux progresser. Donc, merci beaucoup de ton temps. Est-ce que, comme je dis toujours, est-ce que tu veux te présenter? Alors oui, je vais me présenter. Je sais pas si je suis obligé de donner mon âge, mais enfin tout le monde doit le savoir. Donc Guillaume Faure, prof de PS actuellement. Donc mon parcours, athlète de haut niveau, où j'ai été en équipe de France entre 1996 et 2006. Ensuite, je suis devenu prof de club, prof entraîneur, double casquette au final, entre 2008 et 2014 et 2000, 2000, j'en perds le truc. 2008 et 2022, pardon, au club de Saint-Médard-en-Jalles. Et puis parallèlement, dans le même temps, entre 2017 et 2022, j'étais entraîneur du pôle universitaire de Bordeaux, structure qui avait été créée à ce moment-là pour poursuivre le travail effectué en pôle France. Et parallèlement, enfin à la fin de ça, où j'ai stoppé mes activités, ces deux activités-là, je suis devenu entraîneur de l'équipe de France olympique en 2023 et 2024. Pour les Jeux de Pour les Paris. Jeux olympiques, des Jeux de Qui nous ont Paris. fait tellement vibrer. Exactement, des Jeux où on a tous vibré et qui Ouais. se sont hyper bien terminés. Ouais, bravo encore d'ailleurs. Ok, écoute, si tu veux bien, je fais un peu par ordre chronologique, mais déjà la première question qui m'intrigue, c'est que quand tu étais athlète de haut niveau, tu as quand même été donc vice-champion du tournoi de Paris, champion universitaire du monde, champion du monde universitaire en 2000, je crois. Yes. J'ai su récemment que tu avais gagné la Coupe Paris-Kyoto, qui est quand Eh même oui. une petite catégorie, donc c'est pas Ouais, rien. alors c'est pas tout à fait le même niveau, mais c'était sympa. Quand Ouais, même. c'était sympa. Et du coup, je me demandais, quand tu as fait ces années-là de haut niveau, est-ce que, donc j'ai 2 questions, je te les dis ensemble, comme ça tu réponds comme tu veux. D'abord, est-ce que tu as trouvé que la façon de s'entraîner et de travailler était très différente de ce que tu faisais en club quand tu as passé toutes tes ceintures et que tu étais en formation club, on va dire? Ça, c'est un. Et en même temps, deuxième question, est-ce que du coup, justement, sur ce type d'entraînement de haut niveau, il y a des parties ou des façons de travailler qui t'ont marqué en disant: «Tiens, ça vraiment, ça me fait progresser», ou pas spécialement, sur le coup, en tout cas, à ce moment-là, tu faisais ce qu'on te disait de faire sans forcément réaliser qu'il y avait des choses qui faisaient peut-être plus progresser que d'autres? En tout cas, à l'époque, quand on s'engage sur du haut niveau, on est censé avoir des bases techniques qui sont acquises et on va vers un petit peu plus de dureté dans l'engagement et la multiplication des randonnées. Donc, nous, à haut niveau, c'est vrai que c'était calqué sur un modèle de randonnées avec finalement, par rapport à aujourd'hui, un petit peu moins de secteurs où la technique est individualisée. D'accord. Par contre, on était sur une rationalisation du randori, c'est-à-dire que on est passé d'une période des années 80 où c'était du très très long, un petit peu inspiré du Japon, mais Ouais. du long mais rude, où là on est passé sur des temps de récupération calés, un petit peu calqués sur la préparation physique, avec des temps courts, des temps de récupération, des temps différents de combat qui correspondent à l'approche de l'échéance, voilà, où se situe l'échéance qu'on veut préparer. Donc ça, on est tombé un petit peu dans les années 90 dans ce secteur scientifique qui a permis de rationaliser un petit peu et d'aller, Ouais. de continuer à aller vers la performance, quoi. Et du coup, c'est-à-dire que quand tu travaillais en randonnerie, c'était par toi-même parce que, si tu veux après performer à ce niveau-là, championnat du monde et compagnie, c'est-à-dire que par toi-même, tu recherches des solutions à tes difficultés, tu analyses, ou juste tu faisais, c'est la quantité qui fait Non, qu'à un non. moment donné, tu trouves des solutions? Parce que, ouais, progresser, il faut quand même être capable après, face à des adversaires, tu vois, de répondre à plein de situations, différentes, de mecs qui s'endorment pas pendant le combat.
Ouais, c'est ça, mais en fait, toujours aidé par alors soit les entraîneurs de clubs, soit les entraîneurs fédéraux, hein, c'est toujours un petit peu le même débat, mais qui t'aident à mettre l'accent sur le thème que tu vas aborder dans ta séance. Toujours, d'ailleurs, ça m'a servi pour l'expérience 2024. À un moment donné, vous ne pouvez pas démarrer un entraînement sans savoir ce que vous allez y faire. Ah, ça c'est Donc, on ne s'engage pas dans un entraînement à vide en subissant l'entraînement. Mettons, t'annonces 5 randoris de 4 minutes, je te donne un exemple. Il faut pas aller faire pour faire. Il faut se dire, dans ce randori-là, je vais faire Icon Suenage, par exemple. Je vais essayer d'empêcher un droitier de monter sa main, etc. Toujours partir avec un thème. Et c'est pour ça qu'on dit accepter la chute, accepter de tomber, etc. Parce qu'au final, si t'es tombé, mais quand même toi, t'as réussi intrinsèquement cet objectif-là, bah, t'as réussi ta séance. Ouais. Voilà. Ah oui, donc c'est vraiment par thématique. Et c'est par thématique. Alors le plus compliqué, c'est de trouver tes thématiques. Oui. Si t'es entouré, c'est bien. Si t'es seul, bah t'es ton seul juge et ton seul évaluateur de la situation. Mais par contre, c'est là où tu dis tiens, mais aujourd'hui j'ai fait ça. Là tiens, j'ai fait tomber là-dessus. Tiens, il m'a manqué ça. Par contre, peut-être que ouais, sur la liaison de boussole, il faudrait que je perfectionne ça. Et peut-être qu'il faudrait que j'enchaîne tout le temps parce que finalement, c'est un combat total. Ouais. Et voilà. Ah, ça c'est un point que tu as bien apporté. Ah ben et en plus bon, moi j'ai fini, j'ai arrêté ma carrière à 30 ans. Et un truc qui est frustrant, c'est que finalement, c'est le moment où t'arrêtes et où t'es le plus fort. Parce que t'as tout compris, parce que t'as mis en place ton judo. Et moi, je me souvenais de séances d'entraînement où je ne m'arrêtais plus, quoi. C'est-à-dire que j'enchaînais au sol et je me régalais au sol, ça se relevait, je faisais un combat total, quoi. Et il faut, voilà, c'est des caps de maturité à prendre, des prises de conscience et on améliore son judo comme ça au fur et à mesure, quoi. Mais en réfléchissant toujours à ce qu'on fait. Ouais. Et ça, du coup, je rentre vite dans le vif de ce sujet-là, sur les thématiques. Ça, c'est une grande question que j'ai, parce que j'aime beaucoup aussi avoir des thèmes de travail. Mais est-ce que, donc, je me dis la durée du thème de travail, que ce soit un randori ou 3 séances ou 3 semaines, j'imagine que c'est variable. Mais est-ce que quand sur un thème, tu sens que tu as du mal, est-ce qu'il vaut mieux persévérer pendant 2-3 semaines, ou est-ce que tu fais complètement un autre thème pour revenir à celui-là après? Est-ce qu'il n'y a pas forcément de règles? Ça dépend des gens. Tu vois, parce qu'un thème, c'est bien, mais voilà, est-ce que je le fais sur 20 randoris pendant toute ma semaine? Est-ce que chaque randori, je peux faire un thème différent? Ça dépend de qui. Est-ce qu'il y a des règles? T'as pas forcément de règles là-dessus. C'est pas comme de la préparation physique, voilà, où ça doit être millimétré. T'as pas vraiment de règles, c'est plutôt du ressenti. Par contre, ce qui est dangereux, c'est de focaliser sur quelque chose qui marche pas. Ah. C'est-à-dire que se remettre en question après chaque entraînement, c'est pas bon. Ce qu'il faut savoir faire, c'est analyser ce que tu as fait et en tirer des conclusions sur je ferai la prochaine fois, je vais faire plus ça, plus ça. C'est-à-dire que d'une séance à l'autre, tu vas avoir un rebond en fonction de ce que tu as fait. T'es pas obligé de changer de thème. Par contre, te dire, être binaire en te disant j'ai pas réussi ça, je suis nul. Ah mais je suis nul. Ouais, non, parce que c'est l'entraînement, et pour ceux qui font de la compétition, on sait bien que passer de l'entraînement à la compétition, c'est aussi un environnement différent. Donc voilà, c'est progresser, mais sans se marteler tout seul, quoi. Ouais. Parce que forcément, il y a des jours, je me souviens d'anecdotes où sur le tour à Paris, tu citais, où je fais deuxième, je crois qu'à ce moment-là, je dois travailler à Raigo Shimata, quelque chose qui a rien à voir. Et ce jour-là, je mets plein de sumigaishi. C'est pas des choses que c'était dans mon répertoire, c'était un de mes spéciaux, mais c'était pas ce que je travaillais spécifiquement à ce moment-là. Et c'est aussi la compétition, c'est que tu t'adaptes au profil que tu as et tu as la réponse corporelle oui, c'est le corps qui parle à ce moment-là. C'est le corps qui parle. Ouais. Et il faut que ce soit le corps qui parle. Ouais. C'est plus l'intellect à ce moment-là. Ouais. D'accord, donc sur les thèmes, pas focaliser sur un truc ou en tout cas on a la perception qu'on bloque, qu'on n'y arrive pas, plutôt adapter, changer, réfléchir à ce qu'on peut changer pour être plus vers une situation de réussite, entre guillemets, sur le thème en question. Tu peux insister sur un thème. Tiens, hier j'ai fait ça. Peut-être qu'aujourd'hui je vais refaire la même chose, mais en prenant des gabarits plus légers. On va voir ce que ça donne. Ah oui. Tu peux amener de la variation à ce que tu fais, tu vois. Ah oui. Et puis après, peut-être passer à autre chose et revenir un petit peu après, parce que ça marche bien, ça. Souvent, quand on focalise trop sur quelque chose, on y pense trop, on intellectualise trop, et d'oublier de revenir. Ah bah tiens, si, en fait, ça marche bien. C'est la sensation, elle est comme ça, etc., etc. Ouais, donc, ça fait comme une pause où tu as un peu mûri le truc indirectement, voilà, en faisant autre chose. Et c'est ça qui est bien dans notre sport, c'est que tu mûris les trucs, tu as plein de secteurs différents à travailler, et que
et que ça se met en place par touches successives. OK. Je vais complètement, c'est pas grave, je fais pas la chronologie. Donc c'est pas grave, on fera tout quand même. Vas-y. Mais c'est parce que tu viens de dire: «Tiens, par exemple, si je bloque un peu, bah, je peux aussi essayer sur des plus légers». Et donc ça me fait penser à un truc que vraiment j'avais vraiment envie de te poser la question. C'est que donc j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer dans ton club et bon, vraiment, je me suis régalée parce qu'en fait, j'ai retrouvé ce que j'ai au Japon, c'est-à-dire, des randonnées vraiment engagées et dynamiques, tu vois? On s'amuse, je veux dire, on n'est pas, on n'est pas Ouais, un tu Tsuku rigoles. Gecko, Ah voilà, mais super ouvert, tu vois? Enfin vraiment, je pouvais tenter mes techniques, enfin voilà, tu as pas l'impression que tu vas te blesser, c'est vraiment, on sent vraiment qu'on est là pour travailler ensemble et s'amuser ensemble. Il y a pas une sorte de confrontation un peu dure, quoi. Et donc ce type de randonnée ouvert où vraiment on travaille ouvert, est-ce que ça, j'ai 2 questions. D'abord, un, comment tu l'instaures dans un club? Parce que c'est pas si facile que ça. Il y a des gens, tu as beau leur dire, en fait, je me dis si tu l'as pas vécu, c'est quand même compliqué, à mettre en place et j'irais même jusqu'à un point précis. Par mon cas, moi, ça m'arrive encore régulièrement qu'on me dise: «Mais tu es dur» et pourtant vraiment c'est mon dada, c'est de relâcher au maximum et donc des fois je le sens pas que tu vois? On le sent pas forcément, son propre corps. Donc comment tu instaures ça dans ton club? Et 2, tu feras comme tu veux, dans quel ordre tu veux. Est-ce que c'est aussi des choses que tu proposes dans le haut niveau ou est-ce que c'est pas le sujet? Et tu vois, de travailler ouvert comme ça? Bah, écoute, alors la grande, c'est la question, l'éternel débat, cette histoire du randori, parce que, bah, pour faire comprendre, tu viens de le dire, hein, pour faire comprendre l'importance du randori, il faut la vivre. Ouais, Ça se décrète pas, hein, ça se vit, ce genre de truc. Soit tu as eu un gamin, depuis l'âge de oui, 3 ans, qui t'a martelé le message, mais c'est compliqué, tu en as pas beaucoup des gamins ouais, que tu montes de 3 ans jusqu'à, voilà, jusqu'à la ceinture noire et mais ça arrive. Par contre, bah, c'est du martelage constant, c'est de la démonstration, c'est de l'explication, c'est pourquoi il faut faire comme ça et comment il faut le faire. Parce qu'un randori, parce tu remarqueras que les gens confondent Yakutsuku Gecko et randori. oui, Comme tu viens de le dire. À un moment donné, bah, si tu leur dis, faut être ouvert, ils vont se laisser ouais, faire c'est ou ça, ça va être du tour à tour, alors que c'est pas ça l'idée, c'est exactement. vraiment bah, d'avoir les mains fermes et après, bah, bras, épaules, hanches relâchées et là on travaille. Et alors c'est pas qu'on se laisse chuter, mais c'est qu'on va pas se tordre en 12 Ouais, au risque de se blesser si on est pris. Et c'est ça. ça je le dis tout le temps quand je vois un de mes élèves, mais chute là, tu vas te faire mal. Ça sert à quoi? Tu vas perdre quoi si tu tombes? Par contre, relève-toi et vas-y. Parce que c'est ça, c'est à un moment donné, qu'est-ce que moi, même moi, quand athlète ou encore je chute, c'est pas grave. L'idée, c'est de combien de fois moi j'ai fait chuter et sur ce que je voulais faire, sur ce que je voulais travailler. À la fin, on ne doit retenir que ça. Toi, quand tu Surtout, étais athlète, par exemple, tu travaillais comme ça? ouais, alors mais j'ai jamais, personne n'aime chuter. C'est pas vrai. C'est ça qui est compliqué, c'est de dire faire randori, la chute c'est pas grave, mais c'est à haut niveau, c'est très très Bah oui, dur c'est ça. de se sortir de ça. Par contre, moi j'avais un truc où je me disais mais bon j'ai chuté, c'est l'entraînement. Maintenant justement ça a décuplé mon envie de faire chuter l'autre OK. et j'ai arrivé à le tourner en point positif. Et à partir du moment où tu acceptes la dualité, que, enfin, tu peux tomber à l'entraînement, tu te libères de ça et t'attaques librement, indépendamment du regard des autres et tout ce que tu peux avoir autour. Et c'est ça qui est vraiment bien. Et est-ce que quand on est compétiteur, alors au niveau, mais aussi dans les clubs, hein, même ceux qui veulent aller au CHI, par exemple, tu vois, vraiment, même compétition pour des grades, par exemple. Est-ce que du coup, imaginons qu'on travaille comme tu le dis, il y a quand même moi en tout cas, j'ai dû passer par là. Il y a quand même des moments où on doit apprendre à ne pas tomber, à être aussi dans l'agressivité parce qu'en fait, quand on n'est pas compétiteur à la base, enfin moi, c'était une découverte, c'est un vrai exercice d'être dans une confrontation d'agressivité, toi, ça s'apprend aussi. Est-ce que du coup, tu laisses des temps spécifiquement pour ça ou est-ce que ça s'apprend et on a l'expérience que par la compétition et jamais au club, tu vois? Est-ce que Alors, si, ouais, tu peux avoir des temps pour ça. C'est-à-dire que, enfin, tu vas faire du randori où tu vas axer les choses sur la recherche, tu vois. Hier, par exemple, où je dis, bon, bah, vous démarrez, vous avez obligation de poser les deux mains et puis vous faites judo comme ça. Et après, tu peux avoir certaines séances où tu vas t'occuper plus spécifiquement de ceux qui font des compétitions, où tu vas mettre un petit peu plus d'intensité, où tu vas dire, bah, le but du jeu, bah, tu vas rentrer un peu dans le chiaï. ouais, Mais il faut pas le faire trop souvent, surtout sur le club où le club, on est dans un apprentissage, un échange, tout le monde fait pas de compétition, tout le monde va chercher des choses différentes. Donc, veulent vivre l'expérience du judo, de la mmh, posture, de faire tomber, d'être efficace et d'avoir de la sensation. Mais 80% du temps, ça doit être une posture,
du mouvement et de la recherche d'efficacité, de la recherche de comment faire tomber, de la recherche d'esquive, etc., etc. Parce que regarde les Japonais, hein, ça a toujours été leur système. Eux, ils font 10, 20 randonnées par jour, mais ils le font à une intensité qui leur permet de le faire. De travailler ça, ouais. Et s'ils se mettent en mode bagarre, on ne peut pas tenir ça. Ouais. Et ça, pour apprendre le judo, c'est ce que j'arrête pas de marteler à mes élèves. La bagarre, c'est de temps en temps. Ne confondez pas des montées de mains où il va rien se passer du tout. Ça va être complètement stérile, où les mains sont posées, et là, il y a l'intelligence du corps et puis on se rend même plus compte de ce qu'on fait. Au final, parce que les gestes sont automatisés. Et quand les gestes sont automatisés, c'est là où on commence à se régaler dans ce qu'on fait. Ouais. Par contre, ça demande du temps, ça demande de l'expérience, etc. Et l'apprentissage de la dureté, tu vas l'acquérir dans ton expérience de compétitrice. Plus tu vas faire des compétitions. En fait, la compétition est un autre exercice. Oui. Donc, tu vas faire des randonnées, tu vas faire des ponts entre ta séance au club et ta séance et tes compétitions. Et la dureté, de toute façon, la dureté de la compétition, tu vas l'expérimenter qu'en compétition. Sur le terrain. Regarde un marathonien, il court jamais un marathon pour s'entraîner. Oui, ça c'est vrai. Et donc, nous, c'est pareil, tu vas pas faire un championnat à la place d'un championnat. Donc, il faut trouver des choses. Le judo est bien fait pour ça. T'as plein d'exercices conventionnels, t'as le kakari geiko, t'as des choses comme ça qui permettent de mettre des thèmes et qui permettent d'avancer sur ce que tu as décidé. Ah, super. Et du coup, c'est bien, ça me fait la transition à une autre question que j'avais. Est-ce que tu viens de dire que, par exemple, dans ton cours, tout le monde n'est pas compétiteur, que tu en as quand même quelques-uns qui se préparent à des compétitions? Ça, c'était une grande question que j'avais, là, vraiment, au coup, pédagogie prof, c'est que quand je vois sur ton tatami la variété d'élèves, c'est impressionnant parce que Ouais, c'est super cool. Ouais. T'as pas mal d'adultes blancs, jaunes, oranges, donc vraiment qui débutent adultes. Moi, j'étais avec une partenaire qui devait avoir, je sais pas, peut-être 60 ans passés, ceinture bleue, donc 70. Ouais, presque. Hyper déterminé. Incroyable, quoi. Ceinture bleue à 70 ans, tu vois, tu te dis, elle a commencé, mais elle a dû commencer à 65 ans, donc super. Et puis en même temps, il y avait les jeunes ceintures noires, tu dis, waouh, le judo qu'ils ont, ils doivent en faire depuis tout petit, magnifique. Donc c'était vraiment très varié. J'ai fait aussi avec une petite jeune, là, 14 ans, qui a fait un podium au France, alors qu'elle est même pas encore cadette, et elle fait déjà un podium au cadette espoir. Première année. Magnifique. Et du coup, je me dis, c'est incroyable, parce que c'est très varié, et j'ai l'impression que tu arrives à faire que chacun entre guillemets, s'éclate dans son... Tu vois, t'as la jeune qui va s'éclater en compète, t'as l'autre qui est super content de faire ses techniques au club. Comment ça, en tant que prof, est-ce que t'as... Salut le chat. Est-ce qu'en tant que prof, t'as une pédagogie spécifique pour correspondre à tout le monde? Est-ce que tu différencies? Est-ce que, par définition de judo, chacun pioche comme il veut? Tu vois, comment tu fais pour... à la fois préparer la jeune et en même temps respecter la ceinture orange qui est en train de préparer son programme de ceinture verte, toi? Alors, déjà, bon, c'est vrai que cette hétérogénéité-là, elle est super sympa à vivre, surtout quand tu sais que c'est difficile d'avoir des cours adultes où il y a beaucoup de monde. Donc, et ce qui me plaît, c'est de pas mettre le loisir d'un côté, compétiteur de l'autre. Parce que finalement, on fait tous un peu du loisir, hein, et puis les compétiteurs à la marge, on s'en occupe un petit peu à côté aussi. Et du coup, quand je fais une intervention technique, en fait, je fais la même chose pour tout le monde. Par contre, je propose des niveaux. Par exemple, je vais démontrer quelque chose. Je vais dire bon, ça c'est la solution la plus facile. Après, si vous arrivez niveau 2, vous faites ça. Et puis, si encore, parfois, je peux proposer un troisième petit niveau sur des déplacements ou sur une technique ou sur des petites variables d'ajustement comme ça. Et chacun s'y retrouve. Et s'ils arrivent à faire le truc facile, ils essayent. Ils sont curieux, ils vont piocher un petit peu plus haut. Et puis ils t'appellent. Tiens, Guigui, vas-y, t'as montré ça, c'est quoi? Remontre-moi, etc. Donc hop, surtout, c'est super important de derrière de. Ouais, j'ai vu que tu passais là. Ouais, mais ça c'est génial. C'est la base du prof, quoi. À un moment donné, la régulation de ce qui se passe, l'observation à la régulation. Pas être trop ambitieux, rester simple et voir après, tu vois, tout le cours qui va défiler, même si tu as prévu des trucs, il faut rester absolument sur les trucs qui sont pas compris, les réexpliquer et de manière à ce que ce soit acquis. Donc j'ai cette manière-là d'individualiser. Après, sur les randonnées, t'as vu que sur les randonnées, tout le monde est libre.
Ouais. Donc, les loisirs, ils vont souffler, ils vont faire un randonnée sur 2. Des fois, je mets des temps précis aussi, ça a été le cas la semaine dernière. Et les compétiteurs, je vais leur donner en off à eux des consignes précises. Tu fais comme ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Toi, tu vas faire tous les randonnées, et puis voilà. D'accord. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, quand tu as 2 univers différents qui se rencontrent, un débutant avec un confirmé, le confirmé, c'est ça que j'adore, parce que c'est vraiment dans l'esprit du judo, c'est que le confirmé, il va s'adapter, puis il donne des conseils, et puis il laisse un peu faire, et puis voilà, il va un petit peu tutorer. Mais ça, c'est que tu as quand même réussi à mettre cet état d'esprit, parce que moi, j'ai déjà été dans des clubs où c'est vraiment pas le cas, parce que l'état d'esprit, c'est que les confirmés, ils ont envie de rester entre confirmés et d'optimiser leur séance avec que des gars qui vont les secouer. Alors, Donc, c'est aussi que tu as j'ai instauré pas ça. tellement de mérite à ça, parce que comme je te l'ai dit, c'est ma première année dans ce club-là, et l'état d'esprit était déjà comme ça. Par contre, je fais en sorte que ça se poursuive, Ouais. parce que c'est génial, et qu'on vit vraiment. Moi, je suis content de me retrouver à cet entraînement-là, et voir tous ces gens, parce qu'on vit une expérience humaine super sympa, quoi. Ouais. Donc, du coup, on est sur le tapis, c'est du sérieux sans se prendre au sérieux, et ouais, ça c'est bien, quoi. Ouais, ça, c'est top. Et alors là, sur ce que tu viens de dire, que tu fais des choses simples, que ça sert à rien d'aller très compliqué quand déjà il y a des bases à acquérir. Ça, c'est une grosse question aussi que je me suis posée, c'est que nous, hier, tu nous as fait commencer direct l'échauffement par du Tando Koenshu. Bon, moi, ça, j'adore, parce que c'est vrai que je suis pas une grande fan des pompes et des montées de cordes. Bon. J'ai pas de corps. Donc, Donc ça, c'était nickel. donc c'est vrai que j'aime beaucoup, mais je me suis posé la question, je sais qu'il y a un peu, enfin, ouais, c'est une vraie question que je me pose, c'est que les bases, typiquement, ce que tu nous as fait faire, juste des tai sabaki, par exemple, ou des demi-tours sur des séries, Tando Koenshu, vraiment tout seul. Ces bases-là, il y en a qui vont te dire, je sais que, par exemple, Maître Katanishi, bah, lui, toute ta vie, c'est comme l'alphabet, quoi, c'est à répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours. Est-ce que, par exemple, là, tu nous as fait faire ça parce que pour toi, ça fait vraiment partie de la grammaire à répéter tout le temps, et même limite en haut niveau, bah, il y a un moment donné, ils y passent aussi? Ou est-ce que c'est parce que dans ce club, tu te dis, bah, tiens, il y en a qui n'ont pas encore acquis, donc il faut... Tu vois, comment ces bases-là, ces trucs qui nous paraissent super simples, pour toi, faut les répéter toute sa vie? Alors, t'as dit le mot, c'est l'alphabet, la grammaire, c'est toute sa vie. C'est toute sa vie, et alors je l'ai pas fait hier, parce que c'était différent, etc. Je l'ai fait dans la continuité, dans la progressivité des choses. C'est-à-dire que tu commences par du Tengoku, et puis tu augmentes le niveau de difficulté, etc. Par contre, comment ne pas commencer par ça, étant donné qu'on fait du judo? Ouais. Petite intensité, des pas de, voilà, un petit peu de travail articulaire derrière, qui est lié à ce que tu vas travailler. En athlé, ils démarrent leur séance d'athlé en courant, mais parce qu'ils font de l'athlé. Nous, c'est vrai que ça fait des décennies entières qu'on démarre en courant. Oui. Mais en fait, ça se fait de moins en moins. Et à l'INSEP, on a mis aussi, et à l'étranger, j'avais commencé à remarquer ça à l'étranger. À l'INSEP aussi, on a commencé à un petit peu. Alors, de temps en temps, c'est bien d'y revenir. Le réveil musculaire, enfin, la mise en action trottinant, c'est bien. Mais maintenant, c'est devenu un réflexe dans pas mal de clubs. On va trottiner un quart d'heure. Oui, mais pour faire quoi, en fait? Ouais. Tu vois, donc. Ouais, surtout qu'en plus, c'est ce que tu nous as fait faire hier. En plus, nous, on a quand même des déplacements Mais c'est précis. dit, t'as des Donc, déplacements au précis. lieu de trottiner, tu peux faire exactement les mêmes tours avec notre Exactement. Tsugihashi. Tsugihashi, les Mae Sabaki, Bah des oui. choses comme ça. Et puis c'est tellement riche, et t'as vu que ça demande une coordination Ouais. toujours, et Et une curieusement, posture, dont tu parlais une tout à l'heure. posture, et finalement tu te rends compte que c'est pas ancré, il y a beaucoup de gens qui sont soit trop sur leurs appuis, soit en déséquilibre avant, soit voilà. Donc c'est difficile, à tel point que je me demande, enfin. Du moins, tu as le temps de Kourenshu, et puis tu as l'expertise en Uchikomi, Nagekomi, et en opposition. Est-ce que, justement, c'est pas des allers-retours incessants entre toutes ces entités qui fait que, quand tu as compris le niveau supérieur, tu reviens à ton temps de Kourenshu et tu es meilleur? Ouais. Est-ce que le temps de Kourenshu te permet finalement d'être bon sur la suite, ou est-ce que c'est pas l'inverse, tu vois? Et c'est Ou peut-être est-ce que tout n'est l'aller-retour. pas interdépendant, Ouais. etc., etc. C'est pour ça que c'est important Ouais, c'est vrai. de toujours faire les trucs. Et c'est d'ailleurs, ça rejoint ce que tu disais aussi sur les thématiques. Tu vois que des fois, tu vas faire une autre thématique, puis du coup, quand tu reviens à la première, Bah oui, c'est ça. finalement, tu arrives. Et c'est vrai que les allers-retours, je pense, ça peut Les être allers-retours. important Et puis après, ce qui fait qu'après, sur le Tando Kourenshu, tu as ton schéma moteur en tête. C'est-à-dire que tu visualises clairement, quand hier on faisait du CO, tu sais utiliser tes mains à vide, parce que tu sais où est ton partenaire. Ouais. Tu l'as imagé, le truc. Donc c'est plus facile après d'avoir la notion de l'espace et la notion des appuis au sol. Ouais. Et donc,
C'est pour ça intéressant d'y revenir souvent, souvent, souvent. C'est pas une perte de temps. Et moi, je dis à mes gamins, quand partez en compète, tu sais, en compète, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et au moment où tu veux travailler, commencer à faire Uchikomi, le truc classique, quoi. Mais tout le monde, il y a plus de place. Donc moi, je leur dis non, mais au lieu de tourner, là, commencez, faites des déplacements, des trucs là, voilà, les trucs qu'on travaille au club, et puis après, de basculer sur commencer à faire Uchikomi, commencer à bouger, etc. Vous gagnez du temps. Ouais. Donc voilà, ça c'est un truc à creuser aussi, mais qui est intéressant. Et donc à haut niveau, quand on est arrivé, on a fait énormément de travail de Tameku Ranchu parce Ah que, ouais. mais oui, parce que certaines bases de placement de certains judokas, c'est toujours perfectible. Oui. Et à haut niveau, en fait, tu fais, tu vas vers l'opposition, vers le randori, et tu prends pas toujours le temps de revenir un petit peu sur les bases et tout ça. Nous, on l'a fait, et ça a donné des résultats au niveau du placement, qui était incroyable, quoi. Il y a Ah ouais. beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de fluidité dans les gestes, et après, voilà, ça me faisait tomber, hein. Ça Ah faisait ouais, c'est tomber. super intéressant, ouais, de Et revenir sur des détails. tu vois, à chaque début, surtout quand on partait en stage à l'étranger, j'ai le souvenir qu'avec Baptiste au Japon, sur le stage au Kodokan, le travail de liaison de boussole avant la séance, mais sur des thématiques très simples, très très simples. Par contre, qu'il faut répéter tout le temps, Ouais. tout le temps. Regarde les Japonais. Mais ça, C'est ouais. pas compliqué ce qu'ils font. En Par fait, contre, c'est tellement Mm. maîtrisé que c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est un vrai questionnement. D'ailleurs, je veux bien ton avis. Parce que bon, de ce que j'ai observé jusqu'à maintenant, mais voilà, j'ai pas 10 ans d'expérience là-bas, mais j'ai vraiment l'impression que 90% du temps, ils sont sur les bases, même les uchikomi techniques, en dehors de Osoto, Uchimata, Seoi et puis Uchiko-uchi. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont, c'est les bases, les bases, les bases, les bases tout le temps. Et je me suis demandé si, est-ce que quand tu travailles 80% de ton temps les bases, est-ce que finalement, la suite, les trucs plus compliqués, bah, ça t'a tellement simplifié d'avoir tout le truc de base que finalement ça vient vite et t'as pas tant besoin de travailler dessus que ça, parce qu'ils sont quand même très forts, même dans des techniques un peu originales après. Ouais, mais je pense, en fait, quand ton corps est façonné à la posture qu'il faut, après, derrière, tu rajoutes des éléments, mais c'est là que tu t'amuses aussi. Mm. Parce que là, on parle de compète, mais moi, je me mets dans ma position aujourd'hui où je fais randori pour le plaisir. Ouais. Et des fois, tu dis, tiens, vas-y, un petit truc comme ça. Et puis, ça marche parce que ton corps a expérimenté tout. Ça, Mais ouais, c'est ton top. corps a expérimenté toutes ces dimensions-là. Ouais. Donc, tu peux y greffer un truc. Et du coup, je vais même te faire un parallèle avec ça. Attention à ne pas tomber dans le piège de ce qu'on voit, les recettes magiques qui tournent maintenant sur les réseaux, où on voit un mouvement spectaculaire sorti nulle part et on essaye de le faire. Oui, c'est Il ça. faut toujours le rattacher à un contexte. Ouais. Parce que sinon, ça fait un truc complètement décousu, Ouais. et ça fait pas c'est pas quelque chose qui est cohérent. Ouais, tout à D'aller fait. greffer des trucs, non, il faut partir d'une base et après, éventuellement, dans un deuxième temps, construire sur de l'originalité. Mais un gars qui a révolutionné le judo moderne, Koga, qui faisait des saudés à une main, etc. Mais c'était un monstre. Ce gars-là, il savait tout faire, en Ouais. réalité. Ouais. Et Et lui, et d'ailleurs, je crois, le peu de documentaires que j'ai vu sur lui, CCE, il les travaillait en forme classique et ah oui, et basique. bien, quand il venait en France, qu'il montrait ses œils, les gens devaient être souvent déçus parce qu'il montrait Iponsu et Nagui, là. Ouais, c'est ça. Parce que la face du truc. Et c'est même cas Alors, pour Renault et son Osoto. ben oui, il fait au sauto. Il te montre un Osoto Il crochette hyper bien la classique. jambe. Il crochette bien la jambe, et puis Et par c'est contre, tout. en compète, c'est une forme tellement Par contre, spéciale. mais c'est répété. Après, forcément, il n'y a pas un mouvement de judo qui est fait de la même manière. Il n'y a pas deux Uchimata différents. Mais pas, voilà. C'est pour ça qu'en tant que professeur entraîneur, il faut vraiment s'adapter à ce que fait l'élève ou l'athlète, parce que ne pas lui vouloir qui reproduise ta forme de corps, mais que toi tu comprennes la sienne. Ah bah, c'était une des questions que j'avais, ouais. Parce que je me dis, comment tu fais? Ouais, mais ça, c'est super dur. Par exemple, moi, hier, tu m'as corrigé un petit détail qui m'a vraiment trop aidé sur ça. Mais je me dis, comment tu fais? Parce que toi, sur tes techniques à toi, que tu maîtrises bien, tu peux, là encore, si tu te poses des questions, tu peux trouver les détails et les transmettre. Mais encore faut-il que ça corresponde au corps et au style du judo du gars. En plus, toi, après, c'est pas évident de connaître non plus toutes les techniques tu vois, on a nos techniques préférées, mais c'est pas évident de les avoir maîtrisées énormément sur toutes les techniques. Et donc, du coup, si t'as un judoka qui a une forme qui est vraiment pas la tienne, c'est juste en visuel, t'essayes de ressentir comment il fait. Toi, comment tu fais pour trouver les détails qui va l'aider lui?
Alors que c'est pas ton judo, par Alors, exemple. t'as le visuel et t'as la sensation. Et les deux, pour moi, quand t'es entraîneur, il faut aussi pratiquer parce que ces deux notions sont hyper importantes. Tu vois, on a fait randonnée ensemble Ouais. et tu sens qu'à un moment donné, il faut être, ça manque de tirage, il faut être plus collé, et que je serais parti dans une direction diagonale si tu avais insisté là-dessus. Ouais. Et ça, peut-être que visuellement, je l'aurais pas vu. Ah. Donc le côté kinesthésique de sentir l'autre faire, de sentir le jeu de main, le jeu de posture, déjà t'apprends beaucoup sur ce que fait l'autre et ce que tu peux lui transmettre. Ok. Et ça, c'est super intéressant. Ok. Après, moi, avant d'entraîner, j'ai aussi observé ce que je faisais. Mhm. J'ai aussi revisionné, tiens, mais c'est vrai. Ah oui, mais c'est vrai que ouais, quand je faisais chuter, cette direction, elle était vers là, ouais. Ouais, c'est vrai que si tu réfléchis, tu pars sur l'avant, mais non, mais ça marche pas en fait. Si tu pars sur l'avant, tu tombes sur la tête, tu fais mal à l'autre. Et on arrive d'ailleurs sur le débat de l'attaque à genoux, Ouais. parce que pour moi, si elle est bien enseignée, elle est pas dangereuse. Ouais. Tu vois, la progression qu'on a eue hier, à un moment donné, il faut donner aussi les armes aux jeunes de comprendre que quand tu fais une technique aussi dangereuse soit-elle, ou enfin, au moins, du moins dans l'inconscient, apprendre à protéger, à te protéger, à protéger ton partenaire. Mais Et à j'ai envie de dire partir de là, tu quasiment, mets de l'intensité, et ouais. puis tu vois. Et quasiment toutes les Mais techniques oui, mal faites sont potentiellement dangereuses, en exactement, tu fait, peux hein. blesser sur Un toutes les Hosoto, tu techniques. peux péter un truc si tu le fais mal. Exactement, si t'es en porte-à-faux, Ouais. un Uchimata, tu peux te faire mal parce que tu tombes sur la tête, enfin, voilà, il faut que ce soit bien pensé et bien enseigné, quoi. Et alors, du coup, ça me fait rebondir sur un autre truc. J'ai lu que dans l'interview que tu avais donnée à l'Esprit du Judo un peu avant les JO, numéro 105, pour ceux qui veulent retrouver. Ouais, parce que je l'ai regardé hier. Non, mais ça m'a super intéressé parce que tu disais, il y avait tout un moment où tu expliquais justement le travail de hockey. J'y pense parce que toi, tu dis que toi, tu peux sentir le judo du judoka en question. Et donc, tu disais, j'ai beaucoup fait, là, tu parlais notamment de l'INSEP, tu disais, je leur fais aussi beaucoup travailler le rôle de hockey, que hockey soit, si j'ai bien compris, que tu le fasses aussi progresser et qu'il soit pas juste le gars qui chute sans. Bah oui. Ça, tu peux Ouais, un c'est peu vrai. expliquer parce que c'est vrai que hockey, franchement, moi, des fois, ça me fatigue un peu, mais après, on n'a pas forcément le vocabulaire pour, c'est pour ça que ça m'intéresse. Mais à part entendre, ouais, ok, c'est important d'avoir un bon ok. En général, c'est point, puis il n'y a rien derrière. Et il se passe pas grand-chose, en tout cas dans beaucoup de clubs, pour être ce fameux bon ok. À part dire, faut bien chuter, être bon ok, on n'a pas beaucoup d'autres éléments. Donc, ça m'intéresserait que tu expliques un peu comment tu rends, qu'est-ce que tu fais avec les ok. Mais alors ça se cultive dès le plus jeune âge, en fait, hein. Et voilà, t'as raison, hein, c'est de dire fais ça. Non, mais faut donner des armes, faut donner les moyens d'y arriver. Tu vois, je vais te prendre l'exemple des séances que j'ai fait cette année au collège avec donc des collégiens qui n'avaient jamais Et fait de oui, judo. Et puis alors apprentissage et debout, judo debout, apprentissage de la chute, etc. J'avais des judogi à disposition, donc ça c'était génial. Et puis à un moment donné vient l'apprentissage de Taiotoshi, enfin tu vois, un simili de Taiotoshi, ouais, pour pas trop brusquer le truc, c'est le principe qui est important et pas forcément la technique. Et puis le réflexe, et imagine-toi le truc, réflexe du débutant, celui qui va chuter, il fait le oui, tour et hop, c'est et ça. puis voilà. Et puis finalement, je prends au sauto, hein, Ouais, un petit truc comme ça. exactement. Et non, mais tu vas lui expliquer, attends, mais reste bien droit, là, remets, si c'est fait à droite, mets ton épaule droite en arrière, Ouais, de manière à rester bien droit face à l'axe de chute. Puis après, ton partenaire va te sécuriser parce qu'il sait le faire, il a appris à tenir ouais, la manche, etc. Puis toi, tu vas faire ce qu'on a fait tout à l'heure, la petite chute avant, tranquillement. Et tu vas voir qu'en plus, la chute, elle va être à ton initiative au départ. Donc, tu sécurises son rôle. Et donc, ah bah oui, ça va. Ah oui, ça va. mmh. Et en fait, Ah en ouais, donc sécurisant émotionnellement sa chute, ouais, ah bah, tu vas faire quelqu'un déjà de moins crispé ouais. et quelqu'un qui va s'ouvrir au reste. Mais du coup, c'est vrai que tu te donnes le temps de Ah ça ben oui, ouais, ouais. et l'attention au hockey. Ah oui, oui, C'est-à-dire que l'attention, ok. tu viens Ah pas oui, oui, que corriger le mais non, tori. tu En peux fait, pas. tu donnes un vrai temps de Tu donnes un vrai temps coordination. d'apprendre. Alors là, je te parle de l'apprentissage, Ouais, mais hein. c'est super Et important mais parce que par contre, ça doit être suivi tout le temps. Par exemple, la capacité d'esquive, tu travailles en randonnée ou tu travailles en kakari eiko, la capacité d'esquive, tu as tendance à faire un raccourci pour gagner ton randori, tu vois, ce qui ouais, est antinomique et tout. Mais du coup, d'aller dans les contres parce que tu fais tomber, tu as une récompense immédiate. ouais, Par contre, tu prends au Ichigari, tu lèves la jambe et tu reprends l'initiative. C'est plus compliqué, mais c'est plus judo et ça veut dire que tu es un super partenaire.
Ah ouais? Voilà. Donc des choses comme ça. Des choses, travailler l'esquive, travailler le relâchement des épaules et des hanches. Et puis surtout, avoir un rôle quand tu fais un travail précis avec un partenaire, avoir la bonne réponse. Parce que regarde l'exercice qu'on faisait hier sur la Oui. poussée de la main. Ouais. Là, le rôle du partenaire, il est primordial parce que c'est pas évident, quoi. Ouais. C'est pas évident. Donc, bien expliquer à chaque fois ce que doit faire Tori et ce que doit faire Uke. Et moi, ce que j'aime bien, en réalité, c'est le Uke qui comprend pas, je fais avec lui. Ah oui, Je dis: «Regarde la pour qu'ils sentent. la gestion de l'énergie qu'il faut avoir, le relâchement que tu devras avoir et que tu as pas. Regarde, là, je suis fort sur mes doigts, toi, tu es fort sur les doigts, mais sur l'avant-bras, sur le biceps et sur l'épaule. Donc là, tu es tout crispé, Ouais. ça marche pas». Ah oui, d'accord. Encore une fois, faut vivre aussi l'expérience du truc, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment merci de le préciser. D'ailleurs, c'est aussi toi, c'est ce que tu m'as fait à la fin du randonnée là, pour me montrer un espace que je voyais pas Oui. et tu me l'as fait dans les 2 sens, c'est-à-dire regarde ce que tu aurais pu faire et après vas-y refais-le toi et comme tu te mettais en hooké, où tu savais ce que je voulais que je ressente, ça m'a facilité la tâche parce qu'à la limite, je prenais un judoka qui a pas ce niveau-là, tu vois, il m'aurait pas non plus ça m'aurait pas beaucoup aidé à sentir alors que toi, en tant que hooké qui sait la Eh oui, voilà. situation, ça m'aide et du coup, je peux sentir et après je pourrais le faire sur quelqu'un qui connaît pas la situation, par exemple. Donc je comprends ressentir, c'est vrai que c'est dans les 2 sens, Eh ben ça aide voilà, énormément. et puis après, ça finit par être, si tu veux, un état d'esprit où, quand tu comprends le rôle que tu as, tu as un rôle prépondérant quand tu es hooké. Je veux dire le judo, c'est un sport co, hein. Ouais, C'est, Tori plus hooké. Donc à un moment donné, tu sais que tu rien sans l'autre et que si l'autre a des mauvaises réponses corporelles, bah, tu peux pas avancer dans ton objectif de travail. ouais, Donc c'est pour ça que voilà. Et puis plus précisément à haut niveau, en fait, c'est de la valorisation du rôle de hooké parce que à mon époque, quand j'étais athlète, t'étais hooké quoi. ouais. Merci, au revoir. Aujourd'hui, ben on fait travailler les jeunes. Et quand je faisais des séances avec Johan ou avec d'autres athlètes, eh ben, il y a une réversibilité des rôles. C'est qu'à un moment donné, le hooké n'est pas seulement hooké. À un moment donné, il va travailler. Et les gars, les garçons, qui sont de super mecs, bah, acceptent le truc et comprennent et surtout, sont là pour être aussi hookés. Ouais. Un Romain Valadier, il venait avec son pote et puis, ils faisaient tous les 2 la séance. Ouais. Donc plus Romain, par exemple, ou enfin, ceux qui préparaient les compétitions avaient un ascendant évidemment avec un objectif précis. Mais on n'oubliait pas de faire travailler l'autre et les athlètes surtout, sont demandeurs de ça. Donc il y a un vrai bel état d'esprit, de la part des athlètes. Ouais, puis j'ai l'impression, je sais pas si après à ce niveau-là, ils en ont besoin ou ils le ressentent, mais moi je sais qu'en étant OK, on progresse beaucoup aussi. Enfin, en tout cas, c'est sûr que le nombre de fois où tu subis une technique, ben, c'est ce qu'on disait en fait, rien que de la ressentir, ça t'aide déjà pour quand tu vas la tenter après. Donc je trouve qu'en tant que OK, tu ressens les situations, tu ressens les défauts de l'autre. Moi, le nombre de fois où en étant OK, je sens ce qui va pas ou pourquoi. Tu vois, je me dis: «Bah non, là, je suis pas déséquilibrée», mais du coup après ça m'aide quand je change de rôle. Donc je me dis qu'en plus tu progresses en plus d'être Mais ouais. dans l'entraide. Ouais, mais c'est exactement ça. Tu comprends les réponses judo qu'il faut avoir. Mmh. Je veux dire, à un moment donné, c'est du ressenti corporel. Quand tu fais randori, tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Mmh. Tu vas reculer un pied parce que tu sens qu'il y a il y a un appel de hanche qui fait que, etc. Et c'est comme quelqu'un qui fait un ippon suenage avec la main ballante. Tu sais très bien qu'il va préparer ça parce que mais c'est visuel, mais aussi c'est aussi ressenti. Donc tout ça, bah, le rôle du quai t'apprend à faire ça. Donc c'est pas du tout ingrat et ça fait partie du rôle du judoka, quoi. Et du coup, ça me fait penser, tu vois, là, on vient de parler longtemps du rôle de hockey et tu en as parlé autant en club que dans ton expérience à haut niveau, et même de toi quand tu étais athlète, ce qui était en hockey. Ça, c'est une question. Est-ce que entre quand tu as été entraîneur là pour le haut niveau et dans ton club, est-ce que tu vois est-ce que tu as l'impression de faire alors je sais pas si on va appeler ça est-ce que tu as l'impression de faire 2 métiers vraiment différents? Ou est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment le même métier? Tu vois? Est-ce qu'il y a une grande différence dans ta façon de transmettre et de coacher? Est-ce que juste c'est que le niveau, c'est peut-être plus spécifique avec un exercice plus précis ou comment tu vois ça? Bah, en fait, je vois ça, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que quand tu vas, aller vers le haut niveau et c'est ce que j'adorais faire aussi, c'est que tu vas faire de la technique individualisée avec un athlète et tu vas, trouver une réponse à ces questionnements et aux choses que tu vas identifier, perfectibles.
et tu vas mettre l'accent sur de la précision chirurgicale, sur un truc. Ah, ben tiens, j'aurais plus vu cet espace-là, plus vu ça, etc. Corriger un truc. En fait, tu vas amener des touches supplémentaires à ce qui se passe, quoi. Mais ça, à la limite, on pourrait rêver et imaginer qu'on fasse du très personnalisé en club Ouais. aussi. C'est juste que T'as le pas le monde fait temps. qu'il y a pas le temps. T'as pas le temps et Tu as puis pas la il faut qualité le de ouais, l'environnement. en fait, tu as aussi une notion, il faut avoir intégré les bases Ah, pour comprendre c'est le ça. dernier détail. Ouais, Bon, là, tu peux avoir intégré une foule de détails, etc., mais il faut être mûr, il faut avoir compris le ouais. truc, pour l'amener à très, très haut niveau D'accord, je comprends. d'exécution, Ouais, tu vois, pour une exécution optimale, quoi. ouais. Donc il faut avoir digéré toutes les étapes d'un mouvement. Regarde, hier, on n'est pas allé très, très loin, finalement. Mmh. Parce que le placement, déjà le placement d'une technique, le timing, le placement, tout ça, c'est dur à comprendre. Après, c'est dur à réaliser. Et après, il faut le réaliser en opposition. Mmh mh. Donc après, dans l'opposition, et des fois, même dans le haut niveau, tu vas avoir des retours en arrière. C'est-à-dire que on parle de Seoy, ah oui, ton gaka, il est pas assez orienté diagonal. Tu vois, on Mmh. y revient, mais tu manques de Alors que serrage. pourtant, il Ça arrivait à la manque de passer de serrage. temps en Alors, temps. ouais, mais C'était pas non si, plus 0, mais mais ça peut se perdre. et Enfin, puis ça pourrait se perfectionner, en fait. ça peut se perfectionner Tu peux le surtout. passer 2 ou 3 fois de plus. Exactement. Ou Donc il y a pas de, voilà, tu restes toujours sur cette notion-là. Et ensuite, le truc essentiel, c'est de l'adapter à la forme de corps du mmh, judoka, avec son kumikata et puis ses préférences motrices à lui, quoi. mmh. Et toi, tu essaies d'avoir l'œil, dire: «Ah tiens, dans cette direction, tu peux la compléter en allant là», etc., etc. Et ça, ta façon d'aller chercher des points précis comme ça, très individualisés, tu avais l'impression que du coup, c'était vraiment adapté à un exercice de pure compétition qui est dépendant de l'arbitrage, tu vois, un peu de ce contexte qui est quand même, selon les périodes, hein, mais enfin qui est un contexte très donné, très précis? Ou est-ce que pas tant que ça, en fait, évidemment j'exagère, mais quasiment si tu devais apporter cette précision juste pour que le mec soit plus fort en randori, ça serait les mêmes choses, tu vois? Est-ce que tu as l'impression que tu étais quand même dépendant d'un exercice très spécifique qu'on t'impose extérieurement ou Non, pour mais toi ça reste, non, parce que globalement, tu fais du perfectionnement pour être efficace, donc pour marquer OK, les points. ouais. Par contre, à l'approche des jeux, on faisait du technico-tactique, par rapport à ce que le règlement nous imposait de faire, hein. Alors ça, Heu, dis-moi en 2 mots, parce qu'on entend toujours ce mot technico-tactique. En fait, technico-tactique, précisément, c'est-à-dire quand tu que dis: «Je fais ça», tu fais quoi? non, mais par exemple, prendre le temps d'attaque alors là, tu parles même pas de marquer hippon, mais tu vois, schématiquement, si tu attaques, tu fais jusqu'en 2024, c'est en train un peu d'évoluer là, mais jusqu'en 2024, tu fais 3 séquences, l'autre n'en fait pas. Bon, bah, Shido. Ah oui. Donc, Donc c'est de prendre en compte, en fait, beh, oui, toutes pareil. ces et ça, tu le Travail à travailles en thème, amont? bon, on l'a fait un petit peu, ouais, OK. pour mettre les gars dans l'esprit. Voilà, là, vous avez 10 secondes à faire, tu es mené, si tu attaques pas et que l'autre, te ferme un peu le jeu, te pourrit un peu le match, tu perds le combat. Donc à toi de trouver un espace pour D'accord. lancer une attaque quelle qu'elle soit. Et ça, c'est le problème, c'est qu'ils le font très bien au niveau international Ouais, ouais, et que ça peut pourrir le judo de quelqu'un qui construit. ouais. Et ça dépend un peu parce que je sais pas si tu as vu, il y a un super documentaire sur YouTube, je crois, de la chaîne RMC Sport qui est sorti sur Gaba, Ouais, justement. Et je vois. ouais, j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa de revoir tout ce parcours. Et tu vois, moi, je savais pas du tout, je n'avais pas remarqué, mais c'est dans ce documentaire, ils disent que Gaba, par exemple, c'est le pro des Golden Scores, Ah oui, même ouais, lui. ouais, ouais. Mais du coup, ça, on considérait que ça rentre dans le truc technico-tactique, d'aller jusqu'au Golden Score, d'attendre le Golden Score pour être Oh dans non, il ce attend truc pas, pour les c'est que, joueurs. en fait, c'est qu'il arrive pas à marquer dans le temps imparti. Au début, c'était ça, parce que maintenant, il a une palette qui s'est vraiment étoffée. Mais c'est surtout qu'il a de telles ressources qu'il n'a pas peur d'y aller. OK. Et Mais quand du coup, tu prends en compte le profil de chaque judoka ouais, pour gérer ça? après ça se gère. Oui, oui, tu prends en compte le profil, mais ça, à la limite, tu le travailles pas nécessairement D'accord. sur le plan technico-tactique. C'est plus en préparation physique que ça va être fait, tu vois. OK. D'aller chercher la filière avec les exercices qu'il faut, etc., etc. Mais toi, tu vas recentrer les trucs sur ce qu'il sait faire, sur ce qu'il doit faire, voilà. Et pas tellement sur ce que les autres font. En fait, on faisait beaucoup de séances vidéo
voir ce que les autres faisaient en serrant le jeu au fur et à mesure, Ouais. parce que tu connais, à l'approche des jeux, tu connais de plus en plus les gens, les adversaires avec qui tu vas combattre. Mais l'idée, c'est ok, lui il fait ça, c'est bien, c'est une indication. Mais toi, par contre, comment est-ce que tu fais ton judo? Quels sont tes points forts? Comment tu les utilises? Ok. Et là, l'accent, il a été mis là-dessus. Après, bah, le Golden, en fait, on sait que s'il y va, ça va, il est bien, mais quand il écrabouille le Moldave en demi en une minute, voilà, tu vois. Ouais, t'es content. Bah ouais, et puis il sait faire ça aussi, hein, Ouais. donc ouais, le fait d'aller dans le Golden, c'est que bah après enfin, c'est dur, hein, enfin les gars sont très Ouais, forts, c'est ça. ils connaissent, voilà, ils se connaissent, ils étudient à la vidéo, Ok. l'espace de jeu est compliqué, Hmm. voilà, donc Alors, on va pas tarder à finir quand même, parce que je vais pas abuser de ton temps. c'est J'ai très quand bien. même encore une question là parce que tu viens de le dire, je me dis, ah, ça, je veux trop ton avis. Non, parce que tu viens de dire, on se concentre sur ce que le gars, il sait faire. Et ça, moi, c'est quand même encore un truc que j'ai pas bien rassemblé. C'est que d'un côté, on nous dit, en compète, voilà, c'est à toi, t'as ton schéma, tu sors pas de ton schéma, faut que t'imposes ce que tu sais faire, toi. Et d'un autre côté, il y a un grand truc du judo, c'est, ben, je m'adapte complètement, tu vois, je m'adapte complètement à ce que l'autre fait. Théoriquement, je pense que la base du judo, c'est un peu ça. C'est selon ce que l'autre fait, je suis assez bon pour m'adapter. Est-ce que l'un ne contredit pas l'autre? Est-ce que ça dépend des contextes? Voilà. Comment tu peux m'aider à rassembler ces deux philosophies? Non, mais en fait, tu dois prendre des informations sur l'autre, mais tu dois pas t'adapter à l'autre. Parce qu'à un moment donné, si tu t'adaptes à l'autre, t'es plus dans la notion de vouloir faire chuter, mais de ne plus vouloir tomber. Tu vois là, un peu la nuance? Ouais, Donc, à un moment donné, c'est prendre en compte des paramètres. Si tu sais qu'il est droitier, toi, tu vas avoir ta manière de faire sur droitier. ouais, Et si tu l'appréhendes comme s'il était gaucher, tu vas un peu te tromper. Par contre, c'est à toi de voir s'il change des choses pendant le combat, parce que c'est un combat, hein, c'est une ouais. intelligence contre une intelligence. Et comment toi, tu vas t'adapter à ces changements-là. Et c'est ça qu'on appelle l'intelligence de combat après. Après, tu as un coach qui est censé t'aider, qui a l'œil Ouais. extérieur. C'est ça le rôle du coach en réalité. Mais toi, tu dois faire ton combat. Et en fait, dans ce que tu sais faire toi, si l'autre il change une donne, tu dois être capable de t'adapter à cette donne-là. Ah ouais, en fait, c'est comme si tu as des outils qui sont les tiens et par contre, faut être capable De de sortir les sortir bons le au bon bon moment. outil. D'accord. Donc Et c'est ça sert à rien d'avoir une caisse à outils avec 50 000 outils ouais, si tu sais pas t'en servir au bon moment. ouais, c'est ça. Ça, c'est le truc. D'accord. Et Et avoir des infos, parce que ça sert à rien d'en avoir trop, étant donné que le combat, tu le feras jamais à l'avance. Même si tu sais que ce gars, il a ouais, marqué là-dessus, etc. Un combat, il sera jamais le même. ouais. Jamais. Surtout que l'autre il bosse entre-temps. Il bosse, et puis la logique, toi, ta posture, elle sera peut-être différente. Il va peut-être avoir, voilà, travaillé quelque chose, voilà. Donc, en fait, il faut jamais se fermer à l'idée d'un combat qui se passera comme ça, comme ça. Sinon, bah, c'est là qu'on est surpris et qu'on perd, et qu'émotionnellement, on peut être marqué. Ouais. Faut toujours être prêt à vivre un truc qui peut changer et qui va pas être comme on l'a prévu. Toi, par exemple, quand tu étais athlète, vous aviez déjà pas mal de vidéos ou pas tant que ça? Ah, c'était de la vidéo artisanale, hein, on le Ouais. faisait, bah, Et du coup, chacun de notre côté. t'étais aussi à l'aise de rencontrer des gars que t'avais jamais rencontrés. Est-ce que ça avait une importance pour toi de te dire, ouais, lui, je l'ai jamais rencontré par rapport à celui que t'as déjà eu 2, 3 fois, ou en fait, pour toi, en tant que combattant, ça te Ça changeait pas dépend. grand-chose? Alors, pour le coup, ça dépendait parce que des fois, ça me rassurait. Bon, pour pourquoi, j'en sais rien. Des fois, ça pouvait me rassurer, mais parfois, ça pouvait être justement ce que je t'ai expliqué, de me faire rentrer dans une routine préinstallée, quoi. Ouais, Et c'était là le piège. ouais, Donc des fois, c'était bien finalement d'avoir la fraîcheur d'avoir jamais pris la personne et de te dire: «Bon, voilà, tu vois qu'il est, orienté comme ça, qu'il fait à peu près ça, et gaucher, droitier, et cetera, qu'il fait ça, tel type de saisie». Mais bon, après, c'est vrai que c'est toujours mieux de savoir, à peu près. bah oui, de Les savoir grandes ce qu'il fait, les grandes lignes, et d'avoir d'établir un schéma, en fait, sans émotion, en se disant: «Bon, mais j'ai telle ressource là, je peux faire ça, à tel moment ça, et cetera, et cetera». Et c'est aujourd'hui ce qui se passe avec les athlètes. ouais, C'est qu'on part sur de l'analyse vidéo avant les combats, et en essayant de mettre toutes les éventualités possibles, et ça reste en tête, quoi. mmh, Et maintenant, le coaching, sur la chaise, c'est très bien, c'est de la régulation, mais en fait, les combats, ils se préparent avant. mmh. Ils se préparent avant avec les séances vidéo, dès qu'on connaît les tirages au sort, et cetera. Et puis après, sur la chaise, c'est de la régulation en fonction de ce qui se passe à l'instant T. Et puis après, bah, le débrief après le combat.
en fonction de ce qui s'est passé, quoi. Tu vois. Ouais, super. Peut-être pour conclure, pour tous les jeunes qui écouteraient cette interview, qui sont en pôle Eh oui. et qui ont super envie d'aller soit en pôle France, soit voir l'INSEP, ça serait quoi ton conseil? Tu vois, qu'est-ce qu'ils pourraient, par eux-mêmes, parce que ils vont suivre les séances de toute façon qu'on leur propose. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, eux, perso, qui te semblerait important pour, voilà, peut-être progresser différemment, mieux, tu vois? Toujours, déjà, faut être passionné, faut pas, voilà, c'est toujours avoir de la rigueur et de la passion. Le moteur, c'est quand même la passion et c'est sans. Alors après, ça dépend des profils. Il y en a, ils ont besoin de se projeter vers des résultats en se disant je serai champion olympique, d'autres non. Mais voilà, le moteur, ça doit être le travail qui amène à quelque chose. Donc la passion, ça doit être le ciment de tout ça, quoi. Ensuite, Ah oui, quand tu dis la passion, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, c'est le plaisir de sinon, peu pratiquer. importe le résultat, en fait. C'est juste le plaisir Ouais, déjà mais non, mais d'être là. c'est le plaisir de pratiquer qui va t'amener quand même à être de plus en plus performant et à aller vers des médailles. D'accord. Donc déjà, il faut pas se frustrer. Même si aujourd'hui, voilà, il y a un petit peu de championnat, championnat de France minime. Déjà, c'est hyper jeune, c'est hyper tôt. Faut pas vraiment s'inquiéter si ça marche pas tout de suite. Ça reste un sport à maturité tardive. Le judo, c'est un sport qui est techniquement difficile au niveau de la coordination, au niveau de tout ça. Donc ne vous découragez pas si même si le système vous dit qu'il faut aller très vite vers des résultats. Finalement, personne n'est pareil, quoi. Ouais. Il y a plein de profils différents, à d'éclosion un petit peu tardive, etc., etc. D'autres qui performent très jeunes, mais qui arrêtent. Donc changer. donc il faut jamais se décourager. Il faut suivre son chemin. C'est des chemins singuliers. J'ai plein d'exemples en tête comme ça de gens ou d'élèves à moi, quoi. Donc voilà. Et ne pas hésiter à revenir souvent vers les bases. Revenez dans vos clubs. Il faut revenir dans vos clubs, voir voir vos premiers profs, voir vos copains, parce que c'est toujours hyper important de repratiquer avec ses copains dans une ambiance où on a débuté. Hein, c'est ça qui a fait qu'on est en structure. Donc voilà, pas oublier tout ça et puis voilà, garder toujours en tête le plaisir, toujours en tête ce plaisir de pratiquer, quoi. Ouais. Et puis surtout penser à se former, à faire des études. C'est un peu le nerf de la guerre. On parle de double projet, mais moi, voilà, ce qui m'a amené à être professeur de PS et entraîneur olympique et athlète, c'est parce qu'en fait, j'ai toujours mené tout de front. Et aujourd'hui, j'arrive encore à mener les deux de front parce que je suis sur ce que j'ai toujours aimé faire, là, c'est-à-dire transmettre, que ce soit au niveau de jeunes collégiens ou de judoka. Ouais. D'ailleurs, je fais un mini retour en arrière, mais en fait, toi, quand tu étais athlète, tu savais déjà que tu voudrais être prof et transmettre ou pas encore? Ça t'est venu comment, l'envie d'être prof? Ouais, prof de judo? Ouais. J'avais Ou alors même de PS en général? hors de PS, oui. Alors je savais pas. Hein, j'ai compris que j'aimais être prof de PS quand j'ai fait mon premier cours, en fait. Ah ouais. Ça tombait bien. T'imagines? T'as eu une Compliqué quand même. Hein. Premier cours, lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur, génial, stagiaire, super. Je crois qu'à l'époque c'était le meilleur lycée de France, ou enfin au moins sur le podium, hein, quelque chose comme ça. Et là, voilà, j'ai le concours et il faut y aller. Sauf que par mon cursus judo, j'ai pas fait beaucoup de stages. Bon voilà, j'ai une petite idée, mais je sais pas trop, je l'ai pas vécu. Ouais. Et là, je sors de ma première heure de cours et je me dis mais c'est trop bien en fait. Et heureusement, parce que sinon c'est compliqué. Et après, le fait de devenir prof de judo, mais c'était un besoin viscéral. Je venais d'arrêter ma carrière sportive et je me dis mais je veux trop transmettre. Mais je pensais petit, moi. Je veux des petites ceintures blanches et en faire des ceintures noires parce que c'est trop bien de partir d'en haut. Alors je me suis rendu compte que c'était très très dur. Ouais, Parce que de fidéliser, finalement, j'en ai pas eu tant que ça. Faut être Mais j'en ai eu. Faut être patient. Mais oui, puis surtout avec voilà, il y a les gamins, leur vie change dans le sens où certains veulent faire autre chose, certains déménagent, certains n'aiment plus ça, ont d'autres appétences, voilà. Donc et ouais, ce qui paraît évident, tiens, je vais prendre un jeune et je vais lui montrer tout ce que je sais faire, et ça va forcément marcher. Non, c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte, donc voilà, c'est vraiment un sport très très délicat de ce point de vue-là. Et puis voilà quoi, l'envie de transmettre, et puis au final, dans mon premier club où je suis resté pas loin de 15 ans. Les choses, elles se sont mises en place assez naturellement parce qu'il y avait mon passé de sportif de haut niveau qui me précédait.
Donc, les gens m'ont suivi et puis ça a commencé à monter en niveau. Des compétiteurs ont éclos, leurs Ouais. performances ont été belles et puis de fil en aiguille, j'ai eu une équipe garçons et une équipe filles qui sont montées en première division. Et avec, alors c'est pas du 100% formation, mais en fait ça a été de la formation et puis des gens qui sont venus parce que ils venaient voir ce qu'il y avait là, quoi. Ouais. Donc c'était des gens qui adhéraient au projet et que j'allais pas forcément chercher à l'extérieur, mais des gens qui venaient adhérer au projet ou les gens du club qui allaient chercher leurs potes. Ouais. Et du coup, l'état d'esprit était formidable, quoi. Donc je me suis C'est retrouvé à nouer des ceintures blanches, là, j'ai adoré ça. ouais. À avoir des gens formés à la compétition jusqu'au niveau national et après coacher des finales olympiques. Ouais. Mais j'ai toujours eu j'ai autant d'émotions pour une finale olympique que pour une médaille départementale, quoi. Ouais. Parce que le Ceinture cheminement blanche, mais ouais, c'est parce que le ouais. cheminement personnel, il est là. Et c'est être champion, c'est être champion de sa propre destinée. Ouais. Et si ton niveau, il doit s'arrêter au département, tu fais troisième au championnat départemental, mais c'est trop bien, tu as vécu une expérience de vie, quoi. Ouais. Et que C'est ça, c'est ça que je me demandais quand tu parles du projet. C'est pour tes judokas, quand tu nous des ceintures blanches, c'est quoi? C'est de dire, j'espère que le judo leur apportera une expérience de vie, un ouais, de toute cheminement. façon, ça t'apporte une expérience de vie, ça t'apporte un cheminement, ça t'aide pour ta vie future. Ne serait-ce que la ceinture noire, quand je fais passer des ceintures noires, tu dis, mais attends, mais ceinture noire, c'est ton premier diplôme, c'est d'ailleurs un grade d'État, hein. Ouais. C'est par le ministère. Mais par contre, c'est un passeport pour la vie. Partout où tu passes avec ta ceinture noire, mais tu sais que t'es quelqu'un qui a bossé, t'es quelqu'un d'exigeant, t'es quelqu'un qui a des valeurs. C'est top, ça. C'est un espèce de passeport incroyable pour la vie. Donc déjà ça, et puis le truc sous-jacent, c'est l'expérience de la compétition. Parce que tu te dis, mais bon, le judo, c'est un sport où, dans un moment de ta vie, tu vas t'opposer. Qu'est-ce que tu vas retirer de ça? Et et puis quand ils font des médailles, mais t'es super content parce que c'est le circuit de la récompense. Tu vois un gamin heureux, t'es heureux aussi, tu sais qu'il va y retourner et que ça va amener des choses, quel que soit son parcours. Ouais. Et ça, si tu veux, c'est ça qui m'animait. C'est voilà. Et en respectant le choix de chacun, t'en as qui veulent pas faire de compétition. Ça, tout fraîchement moulu, moi de mes sorties, de mes années de compétiteur au départ, je crois que j'étais très axé compète, tu vois. Ouais. Il me semble. Et puis au fur et à mesure, tu regardes et tu te rends compte que il y a pas que ça Ouais. et qu'en fait il y a des gens qui veulent apprendre et que souvent des fois ils ont plus de fraîcheur d'esprit encore que ceux qui font de la compète et plus de curiosité, tu vois. Et c'est pour ça que tout le monde a sa place et qu'on a un sport incroyable là-dessus. Et que quand tu mixes, comme tu le fais, comme il y a dans ton club, c'est parfait. magique, ouais. Ah ben j'adore. Ouais. C'est bien parce que là et puis quand tu vois que tout le monde a son rôle en fait. Ouais. Et puis chacun peut prendre la parole dans le truc. Tu vois, hier, quand il disait, ouais, levez-vous, restez pas au sol. Mais j'adore ça parce que, à un moment donné, c'est ma voix qui parle à travers Ouais, c'est d'autres ça. et ça, c'est bien. C'est super bien. Ça veut dire qu'on est bien, qu'on partage la même chose. Pendant 1 heure et demie, le prétexte, c'est le judo, mais on est ensemble à partager des valeurs, quoi. Et c'est vrai que je trouve, en tout cas, pour moi, l'une des plus belles images du judo, enfin, si on peut appeler ça quoi, expression du judo, c'est d'avoir des gens qui ont différentes pratiques compétitrices, pas compétitrices, peu importe, hein, tous ensemble. Et là, comme je voyais, là, qui font randonnée ensemble, je trouve ça. Et des générations aussi super. Ah oui, Ça va de oui, 14 ans. t'as 14 ans. Et ça, c'est magique. Enfin, je trouve avec là. Guy, qui a 86 Ouais. ans. Tu me disais d'ailleurs je fais un petit retour en arrière parce que pour les passages de grade de petite ceinture, Guy, 86 ans, c'est lui qui s'occupe du passage de grade avec ses petits livrets là que j'avais moi gamin quand j'ai commencé le judo avec la méthode Kawashi et tout. Oui, c'est ça. Ouais. C'est génial parce que quels que soient les gens à qui ils proposent de le faire, plus ou moins jeunes, mais tout le monde est intéressé par la démarche et puis au final, il apporte plein d'éléments, quoi. Il apporte une nomenclature, il apporte un savoir-faire technique. Un coup à côté, moi je peux continuer ce que je fais. Enfin, Ouais, c'est génial. t'imagines la richesse à l'intérieur d'un même cours. Ouais, c'est génial. Ça m'a conquis tout ça. C'est top. Mais écoute, vraiment mille merci. Est-ce que je sais pas, t'as un mot à dire?
On a fini. Non, mais écoutez, continuer à faire du judo, surtout à aimer. Je crois qu'on a une pratique qui est différente des autres dans le sens où il y a de la sensation, il y a du partage et voilà quoi. Sans s'arrêter aux médailles, vous gagnez, vous perdez, c'est pas très grave. Hein. Il y a un truc que je peux vous dire, c'est qu'en fait, quand on arrête une carrière, on regarde pas le reflet des médailles. Hein. C'est Ouais. ce qui. Alors, on s'en souvient et on en retire une fierté, mais on retire. Moi, j'ai retiré une fierté du chemin parcouru et de me dire que ouais, j'ai pas été champion olympique, machin, mais au final, j'ai tout fait pour le faire. Donc ça, c'est C'est très le très grande travail fierté. bien Bah oui, accompli, quoi. tu t'as jamais, voilà, tu triches pas avec toi-même. Ouais, c'est ça. Donc tu le sais, t'as été au bout de ton truc. Ça aurait pu être mieux, évidemment. J'aurais pu faire des choix différents, bien entendu. Maintenant, ça a été comme ça. S'il fallait le refaire, peut-être que je ferais différemment certaines choses ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait partie de mon expérience judo. Et l'expérience judo, elle continue aussi. Voilà, c'est des gens, voilà, l'expérience que tu as vécue, des gens que tu as rencontrés et que je vois encore. Et que après, il y a des choses à faire, soit par l'expression du judo vétéran, soit par l'expression des katas, soit par la pratique libre, comme plein en font, et soit par la transmission sans forcément pratiquer. Et c'est un truc qui peut durer toute la vie, quoi. Ouais. Donc, faut surtout pas se freiner. Ça, c'est un bon mot de la fin. Écoute. Le judo dure toute la vie. Là, tu m'as fait la citation. De 7 à 127 ans. Voilà. Comme ça, t'es large, t'es tranquille. Exactement. Prends pas de risque. Bon, mille merci, Guillaume. C'est vraiment super sympa. Un grand merci. merci de ton temps. C'est top. Et puis, à bientôt. Sur le tatami, j'espère. À bientôt. Merci de votre écoute. Si vous avez envie de réagir, donner votre avis ou même peut-être poser des questions pour le prochain enregistrement, tout se passe sur le site secretdejudoka.com où vous pouvez d'ailleurs commenter tous les épisodes qui sont retranscrits sous forme d'articles dans la section blog. Alors n'hésitez pas à y jeter un œil et avec plaisir pour vous y retrouver dans les commentaires. D'ici là, pensez à vous abonner à ce podcast et à mettre 5 étoiles s'il vous plaît, ce serait vraiment top parce que c'est comme ça que le podcast peut remonter dans l'algorithme et être proposé à d'autres judokas. Alors, soyons dans le partage, merci pour eux et puis merci un peu beaucoup pour moi parce que c'est toujours encourageant de savoir qu'il y a des satisfaits au bout du fil. Sur ce, bonne progression à vous et puis à bientôt sur le site, YouTube, Facebook, Instagram, je suis un peu partout mais surtout, j'espère, à bientôt sur le tatami. Bye.